Radio Réveil. La radio étudiante. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Le plus important, c'est de prévenir le feu, c'est qu'il n'arrive pas à la forêt. De politique avec un petit t que par des raisons de défense de l'intérêt général. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Au revoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce 58e numéro de Politiquement Incorrect, le 18e de la saison, avec ce soir Marc, bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Avec Vincent, bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Et puis avec Baptiste qui fait son retour, bonsoir Baptiste. Bonsoir. Un petit moment que tu n'étais pas venu Baptiste, tu Oui. étais en vacances. Oui, tout à fait, un petit moment, il faut bien se reposer un petit peu Voilà. avant de repartir de plus belle. Voilà. Effectivement, nous sommes le vendredi 7 mars. Alors que s'est-il passé le 7 mars dans l'histoire? Eh bien, en 321, l'empereur romain Constantin Ier fait par décret du jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, le jour de repos hebdomadaire. Et oui, ça vient de là. En 1805, bien plus tard, Napoléon se proclame roi d'Italie. Le vice-roi est Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, voilà pour votre information historique. Et puis enfin, en 1954, l'URSS remporte le mondial de hockey sur glace dès sa première participation. Rappelons que la Russie, qui a succédé, on va dire, à l'URSS, n'a pas remporté le hockey sur glace aux Jeux Olympiques cette année. Voilà, c'était pour Éliminé, ce petit moment je sais pas si c'est éliminé, non pas éliminé, mais je sais que même qu'ils ont perdu contre les États-Unis. Voilà, effectivement, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Au programme de cette émission, ce soir, l'Afrique et la démocratie. Pourquoi la démocratie devrait-elle être considérée comme le système politique le plus évolué éventuellement? C'est Marc qui commencera par nous en dire quelques mots. Et puis bien sûr, nos camarades débattront avec lui à la suite de sa chronique. Et puis, un coup de projecteur ce soir sur l'université. L'université Paris-Est Marne-la-Vallée accueille demain tous ceux qui le désirent. C'est le jour de la journée portes ouvertes, le 8 mars. Et nous verrons à cette occasion un petit peu quel devenir pour cette université qui va certainement fusionner avec celle de Créteil. Nous nous intéresserons également, nous ferons un petit retour sur les stages qui sont des éléments importants dans certains cursus universitaires. Et puis on se posera bien sûr d'autres questions dans la deuxième partie de cette émission. Comme dirait Yves Calvi, la deuxième partie de cette émission sera consacrée à vos questions SMS et réseaux sociaux. Voilà, mais comme on n'en a jamais, eh bien on la consacrera à l'université de Marne-la-Vallée. Tout simplement. Et je vois que Marc, ça te fait rire. Bah oui, c'est vrai qu'on n'a jamais de retour, donc bon. C'est dommage. Peut-être qu'on dit que des choses bien, ça se trouve. Hein. Oui, voilà. C'est pour ça tout est pertinent en fait. C'est ça doit être ça, effectivement. Hein. Au bout d'un moment, on est rodé. Bon, effectivement. En tout cas, merci à vous d'être avec nous. Marc, je vais te laisser la parole, justement. Tu l'as pris il y a quelques secondes et je vais te la laisser pour cette chronique sur la démocratie et l'Afrique. Pour quoi la démocratie serait-elle le système politique le plus évolué? C'est la question que tu m'as posée cette semaine et on va t'écouter déjà pour quelques éléments de réponse. Alors question vaste, réponse assez dense, vaste aussi. Alors si on choisit ce sujet, c'est pour justement questionner, pour voir si aujourd'hui le dogme démocratique, j'appellerais légitime des actions de l'interventionnisme étatique, l'interventionnisme de l'ONU, etc. Et la question, et après on en débattra justement avec mes collègues, c'est de savoir si la démocratie aujourd'hui c'est le système le plus évolué sur un plan, et est-ce qu'elle peut s'adapter à tous les peuples, à tous les États? C'est la question que moi je pose. Et là on va s'accentrer sur le cas africain que je connais le mieux. Après on pourra bien évidemment élargir. La question que je pose, c'est que la démocratie en Afrique a été imposée lors des décolonisations par les colons qui sont retournés, on va dire, en métropole. Un système depuis les années 60 pour toute l'Afrique subsaharienne pratiquement, mis à part pour le Swaziland bien évidemment, mais on a des systèmes démocratiques qui sont partout et qui sont, je dirais, adaptés. Plaqué après les décolonisations, je viens de le dire. Ce qui s'est passé en Afrique, à peu près partout, c'est que dans les années 60, il y a eu la démocratie qui fut instituée et le pluralisme fut aboli par la mise en place des monolithiques du parti unique, donc plus d'opposition. Et ce qui se passe souvent dans ces décolonisations-là, c'est que soit un groupe ou une coalition prend le pouvoir, et dans le cas du Cameroun ou dans le cas d'autres pays, j'en avais déjà parlé sur le Rwanda,
qui verra la mise en place des Hutus, et dans le cas du Mali, qui verra la victoire des agriculteurs sédentaires du Sud, on a une domination. Parti unique, ça veut dire aucune opposition. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le parti unique est elle est reine du pouvoir, il joue, enfin l'ethnie, le président qui est au pouvoir, va bien évidemment favoriser l'ethnie, l'ethnie, pardon, l'ethnie qui est la sienne, c'est-à-dire que par exemple dans le cas du Cameroun, on avait Amadou Ahidjo qui était un peu, enfin un Fulbé, ce qu'on appelle du Nord, et du coup tous les Bamileke, tous les Bétis, tous les autres ont été écartés du jeu du pouvoir. Et ce qui est très étonnant, c'est que là on est dans des pratiques du coup démocratiques, on va dire le parti unique est lancé, on n'est pas vraiment dans des phases de démocratisation, mais on est sur une sorte d'imposition de la métropole. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le parti unique va être aboli dans les années 90 et excusez-nous, la démocratisation va être donc dans les années 90, je me répète, la démocratisation est enfin proposée dans les années 90. On va essayer d'instaurer le multipartisme. Donc au Cameroun, on en a à peu près 200, qui reflète à peu près le nombre d'ethnies, 200, 230. Et ce qui se passe, c'est que là, encore une fois, tous les partis politiques reflètent en fait le nombre d'ethnies qui sont au pouvoir. Donc on a toujours ces coalitions qui font que, aujourd'hui c'est Paul Biya qui est au pouvoir depuis 82, qui favorise les bêtises, qui est des Bétis. Il favorise donc son ethnie. Il n'y a pas vraiment de jeu démocratique, c'est-à-dire qu'en fait, selon la logique un homme une voix, ça ne marche pas parce qu'en Afrique, on est dans des logiques groupales, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que voilà, il y a une sorte de clientélisme, de tribalisme justement, le fait de, par exemple, comme je le dis, il y a tribalisme quand, selon ce que je suis, ce que je représente en tant qu'ethnie, je suis pistonné pour entrer dans les postes administratifs, pour entrer dans les postes d'université. Et dans le cas du Cameroun, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la mise en place très tôt de quotas. Sous Ahidjo, qui consistait en réalité à réserver des places selon les régions. C'est-à-dire qu'on dans cette logique-là, tant de places étaient réservées à une ethnie pour les postes de l'Ouest, tel poste était réservé à une ethnie pour les ethnies du Sud, de l'Est, etc. De l'Ouest, du Nord, du Sud, etc. Et ce qui va se passer, c'est que déjà les politiques de quotas ne vont pas être respectées. On n'a aucune recension ethnique, aucune recension démographique. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne? Il y a des politiques des quotas aujourd'hui en Occident et aux États-Unis, mais on a des statistiques fiables qui se notent. Et ce qui est très dérangeant dans cette politique du quota, c'est justement il va y avoir une coalition entre le Nord et le Sud au Cameroun qui va faire que ces deux ethnies-là vont majoritairement prendre les postes politiques, et tous les autres sont relégués. Et les Bamileke sont un cas plus que pertinent, puisqu'ils sont totalement relégués depuis les années 60, même avant, pendant les colonisations. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. En fait, les Bétis au Cameroun, c'était ceux qui étaient proches des administrateurs coloniaux, qui ne souhaitaient pas la décolonisation. Et il y a une phrase très célèbre qui est d'un chef Béti qui disait, de toute façon, si les colons partent, on sera incapable de se gouverner nous-mêmes si on met la démocratie en place, etc. Donc là, c'est quand même important. On voit qu'aujourd'hui, le pouvoir Béti est dominant au Cameroun. La politique du quota, c'est totalement discriminatoire pour les ethnies qui sont concernées. Et puis, quand bien même, ce qui est encore pire, c'est que selon l'ethnie du président, au nord, par exemple, dans le cas d'Ahidjo, les moyennes pour accéder au concours étaient rabaissées à 6, 8 de moyenne pour avoir un poste, ou des postes par exemple qui étaient destinés à des gens qui avaient des diplômes, ont été complètement laissés pour cette ethnie-là, par exemple. Il y a absence de méritocratie. Je pense que démocratie, méritocratie, moi je pense que ça va ensemble. Après c'est mon avis, certes. Alors, on a donc deux phases, parti unique, démocratisation, libéralisation des années 90. La démocratie est totalement bafouée, puisqu'on a eu dans le cas du Cameroun et même dans les autres, on a déjà parlé du Rwanda, on a parlé de la Côte d'Ivoire, du Mali, totalement abandonné. On est dans les logiques groupales, ethniques. Il existe un vote ethnique. Quand on voit les recensions qui se passent, c'est qu'on a toujours des votes. C'est-à-dire que la démographie représente le nombre. C'est-à-dire que si vous avez un candidat Bamileke, il va y avoir le nombre de personnes. Bamileke, le nombre de personnes de cette ethnie vont majoritairement voter pour ce candidat. Les Bétis ont fait pareil quand Paul Biya s'est présenté, et c'est toujours le cas, il s'est fait réélire plusieurs fois. Donc on est toujours dans ces logiques-là, donc démocratie, voilà. Elle est plus adaptée, et pour avoir lu un livre très intéressant de Jean Godefroy qui s'appelle La Palabre, il montre très bien que ces logiques-là sont un petit peu tirées de la démocratie grecque, c'est-à-dire qu'on est dans une logique groupale, non pas sociale comme dans la démocratie grecque, mais on a des castes qui s'opèrent, qui sont des castes ethniques, et où le clientélisme est très puissant. Et juste, alors, je vais rapidement terminer. Donc je dis, la démocratie est détournée, elle ne s'adapte pas avec les peuples africains. Et
ce qui est un peu bizarre, en fait, c'est que la démocratie fonctionne dans 3 pays. Sénégal, Ghana, Botswana. Et en réalité, je pense que c'est vraiment des exceptions. Et comme j'ai pas mal discuté avec Vincent Hugeux, qui passe des fois assez dans l'air, il dit justement qu'il n'y a pas une incompatibilité de nature, en fait, de la démocratie en Afrique avec les ethnies, mais une incompatibilité de circonstances. C'est-à-dire que selon les temporalités, ça peut changer. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur les plus de 50 pays d'Afrique, on est beaucoup plus dans des incompatibilités de circonstances, mais les circonstances, pour moi, elles sont de nature, puisque les incompatibilités relèvent de l'ethnie. Et l'ethnie est impropre, one man, one vote. Quand vous êtes d'une ethnie et que votre ethnie impose un vote, et impose une inféodation, en fait, le vote est impersonnel, il est groupal. Et donc, du coup, pour moi, ça forme... Donc, t'es pas d'accord avec lui? Je suis pas d'accord avec lui. Oui, je suis peut-être, voilà, je suis pas... On a un petit peu, je suis pas essentialiste comme je suis pas essentialiste, c'est-à-dire de dire que tout s'explique par l'ethnie. Je dis toujours que que rien ne s'explique sans l'ethnie. C'est-à-dire que l'ethnie, c'est quand même un truc très important. Et ce qui se passe en Afrique, c'est que au lieu d'avoir des pratiques démocratiques où ça, il y a des pratiques démocratiques, mais en fait le fond n'est pas démocratique. C'est-à-dire qu'on a véritablement de l'ethnisme, c'est-à-dire que par le biais du tribalisme, qui fait que je suis Betty, alors je vais avoir un poste. Je suis Bamileke, je vais être totalement relégué et subir depuis des années, depuis la décolonisation, des razzias, des meurtres, des incendies. Il faut voir tout ce qui s'est passé. Donc l'ethnisme, en fait, est le stade coagulant du tribalisme, parce que l'ethnisme, en s'imprégnant justement de l'ethnie comme référence pour accéder à quelque chose, ou pour avoir quelque chose, ou pour accéder au pouvoir, forme justement le tribalisme. Donc l'ethnisme est le stade coagulant du tribalisme. Et ça, on en a discuté avec Bernard Lugan, que j'ai eu au téléphone récemment. Et donc, non, c'est juste... voilà, comment il se la fait, Marc? Mais non, c'est juste pour préciser que, voilà, avoir quelques références. Alors, juste, ce qui est intéressant, et j'en terminerai là, c'est qu'il y a un auteur il y a plusieurs auteurs, donc Jérémy Toko, Dieudonné Toukam qui en parle, il y a aussi Roger Danioué qui en parle très bien, et Thomas Tchatchoua qui dit très bien que la démocratie, le dogme démocratique, ils appellent ça comme ça, relève de l'incohérence avec l'Afrique, parce qu'en fait on a plaqué ce qu'ils appellent un prêt-à-porter démocratique. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un système qui peut pas aller partout, en fait. Voilà, on peut pas imposer quelque chose qui nous marche chez nous. Et quelquefois, évidemment, il y a toujours de la corruption, on est d'accord. Mais quelque chose qui fonctionne chez nous, c'est pas un prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'on va pas le mettre et forcément, ça va bien aller, et puis hop, c'est réglé. Et en ce sens, les études africanistes du début des années 60 ont été totalement, prises par les études marxistes et post-marxistes, qui ont décidé d'enlever le fait ethnique, le jugeant pas en phase avec la notion d'évolution historique, en fait. L'ethnie a totalement été laissée, et là je critiquerai 2 auteurs phares qui pourtant aujourd'hui dans les universités, on en parlera peut-être tout à l'heure, font quand même à l'école des hautes études en sciences sociales, à la Sorbonne, et qui font aussi à Paris Diderot, Nanterre. On a des profs comme ça, comme Jean-Louis Hamsel et Jean-Pierre Chrétien, qui nous expliquent que les ethnies, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, ou si elles ont été créées, ça relève plus des classes sociales, et ça relève, donc là, lecture marxiste, et ça relève plus, justement, des colons. C'est-à-dire que les colons ont créé les ethnies, ce qui est une aberration totale, parce que quand on lit les auteurs locaux, ceux que j'ai étudiés, ils viennent du Cameroun, ou ils viennent d'autres pays d'Afrique, ils nous disent, les ethnies sont des créations bien antérieures à la colonisation, et après, on n'a pas on sait, les sources qui nous restent à Aix-en-Provence, on a du XIIe au XIIIe siècle, donc il n'y avait pas de présence occidentale là-bas, donc on est vraiment là-dedans. Donc voilà, pour moi le truc est simple, c'est que la démocratie et l'Afrique, ça ne va pas ensemble. Pour l'instant, peut-être que ça changera, je ne sais pas, mais le fait ethnique est tel qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de démocratie là-bas. Il y en a même des auteurs africains qui parlent de tribuscentrie. Moi je parlerais d'ethnodémocratie, et même un terme qui est utilisé par Paul Abouna dans Le pouvoir de l'ethnie, qui parle d'ethnocratie, de domination d'une ethnie sur le reste. Donc il y a vraiment ce pouvoir, justement la thèse d'Abouna, c'est de dire l'ethnie recèle un pouvoir puissant puisqu'il impose aux hommes la haine de certaines personnes, l'amour de certaines personnes, et on est dans ces logiques groupales, clientélistes. L'ethnie ne va pas, cette figure traditionnelle ne colle pas avec la démocratie qui, elle, est un principe individualiste, contrairement à l'ethnie qui est groupale. Voilà, j'en termine. On pourra bien évidemment en parler plus longuement avec d'autres cas, mais voilà, vous avez compris à peu près ce que je pense là-dessus. Voilà. Alors effectivement, finalement, en Afrique, on pourrait dire que c'est le système d'État central qui ne peut pas fonctionner. Est-ce que on peut être d'accord avec cette idée? Parce que si finalement,
soit on a une ethnie qui prend le pas sur les autres, c'est ce que tu nous as montré dans les chroniques récentes, notamment les dernières semaines, soit on essaye d'appliquer une démocratie mais ça ne fonctionne pas. Finalement, est-ce que l'État central, c'est un bon mode de gouvernement dans les pays africains, c'est de vouloir faire des États qui respectent des frontières, enfin la notion même d'État finalement. Ouais, il y a eu des tentatives en fait de décentralisation, même au Cameroun. Mais on se rend très bien compte que les pratiques de décentralisation relèvent très bien de l'incohérence, puisque à chaque décentralisation correspond une domination ethnique. En fait, c'est facile. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans la décentralisation, les postes au pouvoir, c'est-à-dire les bétis qui sont au pouvoir, mettent des gens de chez eux là-bas. Ils en mettent quelquefois d'une autre ethnie pour essayer de faire un petit peu diminuer, mais c'est des postes qui en fait ont un rôle dans les élections informelles, les administrations, les mairies, enfin, des postes qui en somme n'ont pas vraiment de pouvoir. On est toujours dans ces logiques-là informelles qui font qu'on ne peut pas avoir 100%, et pour ne pas avoir 100%, il faut essayer de faire en sorte que, et il faut pas, et juste j'en termine là, il ne faut pas se faire, on va dire se faire tromper par le fait que quelquefois il arrive que des ethnies arrivent au pouvoir, mais c'est parce que le président Lebeti, par exemple Paul Biya, veut se faire élire dans ces régions-là, et du coup il y a une coalition ethnique qui se forme. Mais les événements de tuerie, les événements de ségrégation sont réels. C'est-à-dire que c'est juste des coalitions politiques, des actes politiques qui font qu'on peut faire baisser les tensions, mais faire augmenter le vote envers soi. Je vais passer la parole à ton camarade Baptiste qui souhaite Ouais, réagir. je vais aller dans le sens de ce que tu dis, Nico, et poser une question à Marc aussi, parce que oui, il me semble que d'après ce que tu dis, moi, en tout cas de ce que moi j'en ressors, c'est que finalement le problème, il est, avant d'être un problème avec la démocratie, il a un problème, oui, avec la forme de l'État même, et en somme, c'est-à-dire que, et c'est ça que je voulais poser la question, c'est-à-dire quand tu parles des africanistes des années 60, c'est ça, même aujourd'hui, depuis voilà, les années 60. qu'est-ce que eux ils proposent d'autre, et face à ce que tu me dis, ce qui me semble pourrait être leur réponse, ce qui me semble être leur réponse, c'est que finalement il faudrait arrêter le système étatique et finalement revenir à des choses beaucoup plus restreintes, et justement à des formes ethniques Sous forme, effectivement, de tribus, enfin, je sais pas, oui, c'est et ce qu'est-ce que- qu'ils disent ça, eux? Non, eux, en fait, ce qu'ils disent, ils éjectent le fait ethnique, et ils expliquent, c'est ça, en fait, c'est pas ça, ils proposent pas de revenir à ça. Ce que tu proposes, justement, de revenir à des frontières interethniques, ou par exemple, Ouais, c'est je justement ce demande, que hein. propose Louis Lugan. C'est de dire, au final, on en revient à la conférence de Berlin de 1885, qui fait que, on coupe les États africains à la règle, quoi. Ouais, Et ouais. on est comme ça. Ce qui fait que dans cette logique-là, on a séparé des ethnies en deux, entre la frontière, où on a regroupé des ethnies qui ne s'entendaient pas dans le pays. Le cas des Tutsis et du Hutu, le cas au Mali des Touaregs, justement de la Zawad, des Peuls, des Berbères, des Touaregs et des agriculteurs du Sud. Et voilà, la thèse du Lugan, c'est de dire des bonnes frontières font les bons voisins, et dans un système comme ça, l'État central... le pays était tellement grand que l'État ne peut pas fonctionner. Oui. Et là je reviens sur ce que tu disais sur l'État, justement. L'État est un problème, parce que de toute façon, même si, ce qui n'arriverait pas dans le cas du Cameroun ou même dans d'autres, l'ethnie majoritaire a les rênes du pouvoir. Ils sont partout, de toute façon. C'est comme si, c'est un petit peu comme ce qu'on avait vu déjà en cours, c'est-à-dire que même si un gouvernant en dictature passait, l'URSS, on avait vu ça, voilà, a toujours ses pions partout. Ouais. Donc c'est toujours ça. Mais la démocratie, ce que je disais juste dans la démocratie, c'est que par essence, la démocratie, c'est individuel. On peut être influencé. Je veux dire, Oui, non, mais juste avant, pour clarifier les choses, c'est justement parce que et par rapport à Lugan, qu'est-ce qu'en disent eux, les africanistes? Qu'est-ce qui... les africanistes que je te disais, Amsel, etc., leur but c'est de dire, tu parles bien ceux-là, de Amsel, ceux qui vont pas dans le sens ethnique, ou ceux qui vont dans le sens ethnique. De ceux qui vont dans le sens ethnique, qui disent qu'il faut prendre en compte... Voilà, c'est toute la thèse des thèses de... Ils vont dans le sens de Lugan, ou Oui, ceux qui disent que l'ethnie, il faut la prendre en compte, c'est ceux qui vont dans le sens de Lugan. Ceux qui disent que l'ethnie n'existe pas... Mais eux, alors, à ce moment-là, eux aussi veulent revenir à des choses plus... Voilà, ceux qui sont dans le sens de Lugan disent au final que déjà la démocratie... est antinomique avec le fait ethnique, déjà d'une, et le fait de dire que l'essence même, le problème même, c'est pas les ethnies, c'est les frontières. C'est les frontières qui ne vont pas ensemble. Et en fait, même les formes étatiques d'aujourd'hui, décentralisation, toutes les régions qu'il y a, ce sont des modèles, encore une fois,
imposés, Ouais. qui sont de l'Occident. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est le prêt-à-porter politique. Le prêt-à-porter, on met ça là-bas et on essaye de copier, mais ça ne fonctionne pas justement avec. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pas mal de chefferies là-bas. Les chefferies, c'est-à-dire que ce sont des pouvoirs locaux avec un chef de l'ethnie, enfin de la tribu, parce qu'on est dans des logiques interfamiliales. Il y a un chef local et la chefferie, en somme, c'est un système féodal. C'est-à-dire, on a un chef, un sous-chef, on est dans les logiques féodales, et rien qu'avec les chefferies, comment voulez-vous que ça fonctionne, quoi? Parce qu'en fait, on a des castes, c'est pour ça que Del Sol, Chantal Del Sol le dit des fois, on a quelque chose qui reprend. Sur la forme, on n'est pas. On est d'accord sur la forme pour dire que c'est des systèmes de castes, voilà, sauf que les castes ici sont ethniques, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un pouce du pouvoir et puis les autres sont un petit peu de l'autre côté, on a des castes, etc. Mais oui, voilà, ça, je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, juste, non, tu as répondu et justement, donc maintenant pour intervenir, vraiment, je pense que justement, de ce que je ressors de ce que tu disais, le problème finalement, de ce que je pense, c'est que il est surtout, c'est pas le problème de la démocratie finalement, c'est avant tout le problème de l'État, parce que finalement la démocratie, surtout, elle est maintenant, on pense, elle est en adéquation avec la forme étatique, mais à la base la démocratie, c'est surtout la souveraineté du populaire. En gros, c'est-à-dire que l'autorité émane de la communauté, d'une certaine communauté, et c'est-à-dire que finalement il pourrait très bien y avoir un système démocratique dans une forme plus restreinte, dans des formes de cases, dans des formes avec des gens avec une plus petite communauté. Donc ce qui ressortait, c'était que finalement au niveau africain, déjà il y a un problème, et surtout au niveau du Sub-Sahara, coupe-moi si je me trompe, je pense que c'est là-bas qui se trouvent les plus gros problèmes au niveau des ethnies, même s'il y en a au-dessus du Sahara, mais bon, je pense que c'est là-bas. Et c'est vrai que voilà, on a posé, comme tu disais, une forme étatique avant une forme démocratique, une forme étatique comme du prêt-à-porter sur finalement des systèmes qui étaient préétablis, de cases, d'ethnies, tout ça, et qui finalement, ces gens-là, au sortir de la colonisation, n'ont pas vraiment éteint les systèmes qui prévalaient avant. Et même, je le vois même. Moi qui travaille sur l'Algérie, il y a un bouquin qui va sortir il n'y a pas longtemps de Mohamed Hachemaoui du CNRS, qui disait que finalement voilà, il y a des formes aussi on va dire d'autorité, des formes d'organisation dans la société qui sont infra-sociétales, j'ai envie de dire, qui sont à l'intérieur de l'État, et certains pans de la société, certains groupes se dirigent eux-mêmes, et finalement tout est, voilà, il y a des formes de clientélisme, et tout est dirigé et tout est organisé, c'est difficile à expliquer, mais pas dans la forme qu'on comprend étatique. Et c'est vrai que je pense que c'est avant tout ce problème-là qu'on trouve au Sub-Sahara, que c'est difficile à adapter avant que ça soit la démocratie, surtout la forme étatique. Je sais pas, parce que je pars du principe que l'État, après c'est pas une définition large, mais je pars du principe que l'État se forme du pouvoir et d'une forme d'élection du pouvoir. Après, l'État évidemment ne fonctionne pas, mais l'État est aussi construit dans ces personnes, dans ces populations qui l'activent, on va dire entre guillemets, par des élections. Alors après, oui, mais l'État, ce que je voulais dire par là, c'est que l'État n'est pas forcément démocratique, et l'État est un territoire, une population, un gouvernement, et tout ça peut-être n'est pas obligatoirement démocratique. L'État peut être autoritaire, l'État peut être, c'est ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que avant, et de toute façon il en découle après que vu que maintenant notre forme étatique privilégiée en Occident, c'est la forme la démocratie, on parle après de démocratie qui n'est pas adaptable à l'Afrique, mais avant je pense que c'est déjà la forme étatique, et c'est sûr qu'il en découle de la démocratie, bien évidemment, qu'après c'est pas après c'est encore plus inadapté. Mais c'est vrai que déjà faire évoluer les gens dans un contexte étatique, et ben on voit que
que ça ne marche pas dans énormément d'endroits et je pense que c'est ça déjà l'enjeu majeur et comme voilà j'ai pas lu Lugan mais comme il avait l'air de dire et tout ça voilà revenir à des formes restreintes mais là aussi je pose un autre problème et moi je peux le comprendre parce que et je le comprends c'est un petit peu ce que je dis moi-même aussi c'est que d'après ce qu'on voit avec toutes ces rivalités interethniques et tout ça interclans et ben c'est pas possible au niveau de l'État mais c'est qu'aussi la forme étatique a pris une telle avance et que maintenant même on parle d'organisation régionale et on parle même de gouvernance, enfin voilà, on parle de plus en plus de regroupement d'États et c'est qu'à un moment donné j'ai peur que ces pays, j'ai peur que ce soit presque impossible de revenir à une forme ethnique de gouvernance parce que j'ai peur que dans le système mondial économique actuel, j'ai peur que ce soit impossible à tenir et c'est un peu ça. Moi je serais pour, enfin si spontanément comme ça je dirais oui il faudrait revenir aux ethnies mais autour je pense que c'est difficile à voir comment on s'inquiète déjà de la position et de la force d'un État comme la France que dire après d'une pauvre ethnie comme ça perdue au milieu du monde et pour échanger avec d'autres c'est un peu comme ce qu'on remet en cause notamment certaines fois quand on entend que la Catalogne veut avoir l'indépendance ou l'Écosse je veux dire si déjà on leur dit que vous imaginez tout seul il va falloir se battre face à des géants comme la Chine ou comme enfin voilà j'ai peur qu'une ethnie des tout petites choses comme ça soit Finalement, on a la démocratie, on se demande si c'est le système modèle. Est-ce que l'ethnie serait un bon système? Enfin, est-ce que l'ethnie est un système modèle? Non, mais en fait, ce qui se passait avant l'idée... justement, peut-être qu'il faut faire un petit saut en avant. C'est évidemment, il y a 1500 ethnies en Afrique. Évidemment, si vous faites 1500 États... Équivalent État, oui. Voilà, et puis des fois, par exemple, il y a 1500 ethnies, mais il y a des ethnies beaucoup plus importantes mais est-ce qu'il n'y en a pas qui pourraient, comme finalement les communes, se faire des interethnies est-ce que ça dépend desquelles. J'ai dit les coalitions qui ont été faites entre les ethnies. Les coalitions qui ont été faites en réalité pour des buts électoraux. Les minorités qui ont été faites, voilà, pour voter pour tel président, etc. Mais ce qui est aussi, je pense, le problème de base, je pense que la démocratie, enfin, l'accessibilité du pouvoir par la démocratie, je pense, a renforcé en fait l'animosité. Enfin, les impositions interethniques, c'est un peu ce que je pense. C'est-à-dire que comme là, en fait, c'est la logique du groupe qui l'emporte, enfin le nombre qui va l'emporter. Il faut se battre en fait pour, il renforcer justement enfin après j'en termine, mais voilà, la démocratie a renforcé les oppositions interethniques parce que il fallait mobiliser entre guillemets ses troupes, on va dire ça comme ça, et du coup, le système africain est fait d'une telle manière en réalité, il faut pas s'opposer entre guillemets à ses ancêtres, c'est-à-dire que si vous êtes Bamileke, vous ne pouvez pas voter pour une ethnie, sinon vous avez un mauvais sort ou un truc. Enfin, il y a un terme pour ça qui est entre guillemets lancé sur vous. Donc on est sur des peuples aussi qui ont une tradition familiale. Et un point symbolique très important. Voilà le symbolique. Voilà, il y a un point symbolique important. Et dans la démocratie justement, vu que là on peut pas être gouverné par une ethnie justement particulière qui se sont posées. Je pense que là, voilà, comme en plus avec on a pu mettre une ethnie au pouvoir par le biais de la démocratie justement, enfin par le système politique là, et ben ça a fait que renforcer, ça a fait que renforcer parce que on est dans des logiques qui ont fait que au pouvoir, les mesures politiques vont être faites, on va dire légalement, parce que c'est l'État qui le fait, pour discriminer des populations, pour faire ci, pour faire ça. Avant, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas ces frontières-là, il n'y avait pas la démocratie, et bien évidemment, et c'est aussi ça qui remet en cause ceux qui pensent que l'ethnie n'existe pas, c'est que c'est un petit peu, c'est-à-dire que les plus puissants, les plus puissants d'avant n'étaient pas forcément les plus nombreux. Dans le cas des Tutsis ou des Hutus, les Tutsis étaient 20%, ils ont persuadé en fait les Hutus qu'ils étaient d'ordre divin parce qu'ils étaient 2 mètres de haut, qu'ils étaient très élancés, très minces, qu'ils avaient une carrure un petit peu. En fait, on les pensait, comme ils étaient en plus, c'était populations, les Touaregs ou les Tutsis étaient des populations plus au nord, des populations blanches. Qu'est-ce que vous répondez à ça, justement? Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ceux qui vous disent que justement il n'y a pas d'ethnie parce que justement certains ont pu convaincre d'autres qu'ils étaient plus supérieurs à eux, pas qu'il n'y a pas d'ethnie, mais c'est-à-dire qu'en fait, dans certaines lectures, c'est de dire
avec la démocratie, certes, ça ne fonctionne pas, mais avant, c'était la domination de certains sur d'autres, en gros. C'est un petit peu, voilà, c'est pas monarchique, mais un petit peu, quoi. On a toujours le groupe de caste dominant, et en dessous, voilà. Moi, je ne sais pas, c'est-à-dire que quand il y avait cette domination-là, certes, c'était pas bien, pour dire, pour ceux qui étaient dominés, mais il y avait beaucoup moins de conflits qu'avant, et ça, les historiens l'ont très bien montré. C'est-à-dire que la démocratie, aujourd'hui, c'est un peu fourbe en Afrique, parce que vous avez les rênes du pouvoir pour faire des choses pas directement violentes. On a eu des actions violentes. Depuis la fin des décolonisation, des attaques, des incendies, on brûle les commerces des Bamileke au Cameroun, enfin, il y a eu tout ça. Mais là, on a des mesures très fourres, réserver une place de quota. En fait, c'est vrai que quand les années 60, quand on leur a dit on va mettre la politique des quotas, quand on va faire l'équilibre régional, c'était surtout ça, le grand terme d'Adidjo, c'est l'équilibre régional, toutes les ethnies doivent avoir un poste. Ok, dans les idées, c'est très bien. Parce qu'il faut avoir... Dans les idées, c'est très bien, mais au final, on favorisait son ethnie, on rabaissait les frontières. Ceux qui avaient des diplômes, qui étaient Bamileke, qui avaient les diplômes requis pour avoir ça, on va dire non, quota, il n'y en a plus. Alors que les Nords étaient diplômés inférieurement. Enfin, je veux dire, c'est une forme de cercle vicieux entretenu par ceux qui sont au pouvoir, justement, pour renforcer leur pouvoir. On sait bien qu'une démocratie, pour qu'elle fonctionne vraiment dans un système tel que le nôtre, il faut former les citoyens. Et donc, quand on est au pouvoir et qu'on ne veut pas que le processus change, on a justement tout intérêt à ne pas former les citoyens, d'où le manque criant d'éducation qu'on a en Afrique, et qui n'est pas qu'une question de moyens, je pense. C'est même sûr et certain. Non, mais, oui. Puis je pense que voilà, la démocratie, et ça on a pas mal discuté de ça, mais ça doit être dans les têtes. C'est pas que des pratiques, la démocratie, c'est dans les têtes. C'est-à-dire dans les têtes, et aussi historiquement, culturellement, je dirais. Parce que, la démocratie telle qu'on la connaît, c'est un processus historique européen qui a nécessité énormément de temps et qu'on a voulu appliquer sur une période très très courte à des peuples qui n'avaient pas du tout la même histoire, la même culture. Donc c'est pas que les peuples africains ne sont pas faits pour la démocratie, je pense, c'est que c'est un système qui n'est pas du tout, qui n'en rentre pas du tout dans leur système de valeurs. Bah du coup ils sont pas faits pour, enfin entre guillemets si j'extrapole un peu, la démocratie telle que nous on la pratique. Voilà, mais oui, mais du coup est-ce qu'on peut parler de démocratie dans ce cas-là, parce que si on parle d'une démocratie, si nous aujourd'hui on avait une démocratie à la grecque, est-ce qu'on parlera de démocratie au final? C'est un peu ça la question. Non, oui, mais ça, juste moi pour revenir, parce que en fait après je me suis dit là c'est bon, je viens de saisir un petit peu mieux un peu encore ce que tu comprenais par la démocratie, mais qui n'était pas possible et tout ça. Et moi, quand je te parlais de l'État et tout ça, quand tu me parlais de démocratie, là, j'ai saisi un petit peu mieux quand tu as parlé justement du fait qu'il y en a que finalement certains n'imaginent même pas de choisir pour d'autres gens quand ils sont dans une tribu, parce que c'est simplement déterminé à la base, tu votes pour cette tribu parce que tu es de celle-là. Mais je pense qu'en fait c'est pas avant ce qui me gêne surtout, c'est de dire que c'est d'emblée juste par rapport à ça que c'est la démocratie qui est inadaptée, parce qu'en fait je pense la démocratie représente, je pense, plus de choses que juste le simple fait de ne pas avoir la liberté de pouvoir élire d'autres choses. Je pense qu'en fait, c'est surtout un système libéral, politiquement même, avant d'être, je parle surtout au niveau politique, un système libéral dans ces cas-là n'est pas adapté pour eux, parce que tout simplement, avant que en fait, on est d'accord, je pense, mais c'est surtout une question de mots là, en fait, que je joue. Mais que je pense c'est plus voilà, tout simplement un système libéral politique chez ces gens-là, d'après ce que dit Marc, parce que moi au niveau du Sub-Sahara je m'y connais moins que lui, mais je pense que c'est tout simplement pas adapté. Si à un moment donné tout est déterminé à la base, je veux dire, voilà, une liberté politique n'est tout simplement pas possible. Et à ce moment-là même, la politique n'est pas possible presque. La politique n'est pas possible avant de parler de démocratie, même tout ça. La politique, c'est fait d'échanges, c'est fait de contradictions, c'est fait de débats. Et si c'est pas possible, bah voilà, tout simplement, je crois que c'est impossible à. Mais ce qui moi me fait réagir, et c'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui, c'est l'interventionnisme qui se base pour l'instauration de la démocratie. Au Mali, en Côte d'Ivoire, enfin les dernières interventions qu'on a eues, c'est au nom de la démocratie. Il faut instaurer la démocratie. Mais voilà, si déjà ça ne fonctionne pas. Et je voulais, voilà, tu as parlé du libéralisme en somme politique. Il y a eu dans tous les pays quasiment, à part pour l'Afrique du Sud, on comprend pourquoi, c'est un peu plus tard justement, on a eu de la libéralisation dans les années 90. Dans pratiquement tous les pays au sud du Sahara, on a eu ces phases de libération qui se sont traduites par une liberté de la presse, par un développement des médias, une liberté de parole, enfin toutes ces libertés qui nous en somme aujourd'hui paraissent normales, on va dire, mais qui ont mis du temps. Et on a eu et en fait les nouveautés libérales ont servi encore une fois à
à s'invectiver de manière interposée ethniquement. C'est-à-dire que le fait ethnique aussi est intéressant dans le cas du religieux. C'est-à-dire qu'un jour, l'archidiocèse de Douala, enfin le président le référent de l'archidiocèse de Douala a envoyé un mémorandum, enfin une espèce de lettre au pape pour dire que un Bamileke avait, à Douala c'était des Bétis, juste pour préciser, que pour dire qu'un Béti avait été élu comme prêtre là-bas et que c'était impossible pour eux, enfin faut même pas y penser. Il y en a même, ce qui est terrible, c'est que par médias interposés, par les conférences, par les trucs qui ont été donnés dans les années 90, on a eu quelqu'un qui a parlé d'ethnofascisme bamileke, parce que Bamileke, personne voulait des commerces. Alors les commerces, les Bamileke ont pris le commerce, du coup ils ont dit, vous voyez, les Bamileke sont dans le commerce, c'est eux qui dominent le commerce, c'est leur première phase de leur plan pour dominer le pouvoir politique. C'est-à-dire que c'était dans la presse, on avait des presses, des radios, il y avait 3 journaux principaux, des radios qui s'opposaient. C'est devenu des nouveaux moyens de lutte tribale en fait. C'est pour ça. En somme, elle sert très bien à la libéralisation, mais elle sert à des fins aujourd'hui qui sont tribaux quoi. Par contre, moi, j'ai juste, c'est pas un problème parce que finalement, c'est juste si c'est la réalité, c'est comme ça et si c'est mieux comme ça, c'est mieux après tout. S'ils vivent mieux comme ça. Mais par contre, j'ai un petit souci peut-être. Je vois une issue à ce genre de théorie peut-être de ethnique et tout ça, une issue qui finalement amène à dire à la fin que ces gens-là ne sont pas capables d'introduire un certain niveau de liberté politique et ça me pose problème parce qu'à un moment donné, disons que ça pose de fait tout simplement, si on va au fond des choses et au bout des choses, ça pose ce fait-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certaines personnes n'arrivent pas à vivre en société sans autoritarisme, sans un bâton finalement, ou sans quelque chose qui leur dit, qui leur détermine ce qu'il faut faire. Et c'est un petit peu ça où on en vient dans le fond. Et j'ajouterais à la question de Baptiste, si je puis me permettre, que est-ce que finalement il n'y a pas aussi au sein des pays africains des contestataires de cette domination? C'est ça aussi en plus qui me fait du système. C'est ça qui me fait dire ça en plus, parce que voilà, il y a des gens qui sont pas contents de ce. On en a bien évidemment qui se sont beaucoup d'écrivains. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de contestation. Là je prends l'exemple du Cameroun, j'ai pas tout étudié les pays d'Afrique non plus, mais il y a eu des contestations de ces pratiques-là, mais pas dans le sens de dire aimons-nous les uns les autres. C'était arrêter de discriminer les Bamileke, arrêter de discriminer les Bétis, arrêter de faire ci. C'est-à-dire qu'on avait ça, mais c'est parce qu'eux-mêmes étaient de l'ethnie. C'est des revendications ethniques, c'est des revendications, encore une fois, c'est des revendications ethniques. Et le but dont tu parlais justement, c'est pas de dire ils peuvent rien faire, ils peuvent pas se libéraliser. C'est pas ça. C'est-à-dire que les pratiques sont là, mais aujourd'hui on est dans un système politique qui a été imposé, qui ont été copier et essayer d'adapter qui ne colle pas avec leur système de vie sociale, avec leur système de politique, on va dire ultra local quoi. Tu vois ce que je veux dire, mais je veux pas dire. Non, mais je disais même pas que c'était un but, tu sais, une volonté. C'était juste que là où ça menait. Et à ce moment-là, dans ce que j'entends, ce que tu me dis là maintenant, et on en revient au début, c'est que je pense que finalement là, le problème principal, il n'est pas la démocratie, il est la forme étatique, tout simplement. Je pense que là, le problème africain en premier, là, il est avant que ça soit une forme, avant que ça soit un problème de liberté et tout ça, parce que je pense que ces gens aussi ne sont pas en veulent et ne sont pas différents de nous-mêmes sur ce point-là. Je pense que c'est surtout un problème étatique et c'est un dilemme parce que comme on le voit, la forme de l'État a avancé et même se prolonge maintenant sur des formes encore plus grandes que lui. Et je crois que ça va poser un énorme problème, c'est où on amène les États et presque on leur force la main un petit peu et à imposer un système étatique, soit finalement ils reviennent à des formes beaucoup plus restreintes et je pense peut-être qu'ils auront du mal dans le monde globalisé qui s'amène maintenant, mais voilà, c'est une opinion, mais après... Je suis d'accord avec toi, mais je pars du constat que ce qui a fait aujourd'hui l'État et ce qui a fait que la constitution de l'État est telle, c'est au départ des pratiques, on a vu le parti unique, j'en ai parlé, les phases de libération, qui en fait, la démocratie a formaté l'État.
par des pratiques, en formatant les mairies, enfin la constitution des mairies, en formatant les décentralisations, en amenant les personnes à constituer l'État, les personnes qui dirigent l'État. En fait, ils ont été élus démocratiquement. Démocratiquement. Bon, des fois les chiffres sont un peu. Bon. Donc tu dis finalement que là la démocratie est en cause, mais à ce moment-là, voilà. oui, mais à ce moment-là, la démocratie, peu importe dans un ethnie ou à ce moment-là, c'est pas possible. Et à ce moment-là, justement, on en revient à ce que je disais, ça tend à dire que ces personnes ne sont pas capables de diriger. C'est dans le même sens, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. À ce moment-là, si tu dis ça, ça tend. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, ça tend à dire que finalement ces gens-là ne sont pas capables de vivre en démocratie. Mais oui, mais dans démocratie dans le sens du terme, liberté politique. Oui, non, mais c'est pas qui. Bah oui, enfin en somme, ils sont avec leur truc, ils sont pas capables de faire ça. Mais c'est pas un jugement de valeur. C'est de dire que la démocratie ne peut pas avec eux. Je dis pas que c'est un jugement de valeur. Je dis que ça tend finalement à dire ça. Et à la fin, pour nous occidentaux, dire qu'on n'est pas capable de vivre en démocratie, et pour moi personnellement, ne dire qu'on n'est pas capable de vivre avec des libertés politiques comme je l'entends moi, c'est-à-dire avoir une liberté d'expression, avoir une liberté de vote, pouvoir monter une association, pouvoir prétendre dire ce qu'on veut, d'important même si je sais, Maxime est là, que en France c'est pas tout rose et tout ça, j'estime que cette forme de liberté là, dire on n'en est pas capable dans un degré même très moindre, c'est, je pense, une forme d'infériorité presque, même si on le dit pas comme ça, c'est ça un petit peu. Pour moi, parce que j'en terminerai là. Marc te répond. On salue la présence de Maxime qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Maxime. Bonjour messieurs, et désolé pour le retard. Merci d'être avec nous, et ensuite on écoutera une question de Vincent et puis Maxime répond. S'exprimer. On n'est pas en désaccord, hein. C'est juste que en fait, je veux dire que ils peuvent pas s'adapter à la démocratie. D'un côté, on voit très bien par un constat scientifique, dire les mecs sont élus, qui sont des connaissances, ils écrivent, ils ont travaillé là-dessus, ils se rendent bien compte que oui, ça ne fonctionne pas. Mais pour moi, ça ne me pose pas un problème véritablement de me dire que ces gens-là, parce que pour moi, je considère que la démocratie je termine, c'est pas le meilleur système politique, c'est peut-être pas, en fonction des populations, c'est pas forcément le meilleur système politique, parce qu'on voit très bien qu'avec eux, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionnait, où il y avait le moins de trucs, c'était quand c'était des monarchies, des systèmes un petit peu monarchiques, et les chefferies, ce serait un exemple probant, c'est-à-dire que t'as un chef, dans un territoire circonscrit, t'as 30 chefferies au Cameroun à l'ouest, des Bamileke, c'est des systèmes comme ça qui, là, fonctionnaient. Et je me dis, si ça fonctionnait comme ça, avec des frontières qui étaient bien différentes avant, moi, ça ne me pose pas de problème, parce que là, on en revient en fait au domaine de la singularité. Quand quelque chose n'est pas, et on en revient à Chantal Delsol, etc. Quand quelque chose n'est pas est singulier entre guillemets, ça ne colle pas. Quand quelque chose, on dirait que ça ne colle pas. Non. Et moi, disons que j'ai un problème assez, c'est que c'est sur la définition. C'est dommage qu'on n'ait pas fait. Il fallait définir la démocratie avant. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu. C'est là, moi, je suis pas. Disons pas. C'est pas un énorme désaccord, mais disons que je pense qu'au départ, dans ce que disait Marc, moi, j'aurais pas mis démocratie dans les mots qu'il disait. Je pense que c'était la forme étatique qui est au-delà là même dans ce que tu dis. Pour moi, la démocratie même, c'est quand on parle de système et tout ça, même dans le système démocratique, il y a plein de systèmes possibles. Il y a le système représentatif, il y a le système participatif. Je veux dire, il y a plein de choses. Et pour moi, dire d'une démocratie qu'elle est en elle-même juste un système, je pense, pour moi, c'est pas ça. La démocratie, c'est surtout le fait de c'est des mots, c'est le fait que le peuple et la communauté aient la voix pour élire son souverain, et je crois que finalement, moi, comme on disait avant, c'est où ces gens-là sont. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on a dit la démocratie est-elle compatible avec eux, moi je pense que justement ça tend à dire, il y en a qui vont confondre l'État n'est pas compatible aussi. Non, moi je crois que c'est tout simplement différent justement pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est où ils sont compatibles avec la forme étatique. Et à ce moment-là, ils ne sont pas compatibles avec. C'est où ils sont compatibles avec la forme étatique, où ils sont compatibles avec la démocratie, et l'un ou l'autre, à ce moment-là, il y a un dilemme. C'est-à-dire que c'est où ils choisissent la forme ethnique
et sont compatibles avec la démocratie parce qu'ils peuvent finalement être libres, peut-être, et justement on dit que voilà, soit ils sont en phase avec l'État, mais à ce moment-là ils sont pas en phase avec la démocratie parce qu'ils ont besoin justement de quelqu'un d'autoritaire qui leur dit maintenant les ethnies on se tait maintenant, ou je choisis mon ethnie, et voilà, ou je choisis tout simplement mon ethnie. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'il y en a un qui dit hop, je choisis mon ethnie, c'est moi qui dirige avec celle-ci. Et voilà, je crois que c'est surtout là le dilemme. Vincent avait une réaction. Une petite question. Tu as parlé dans ton papier de deux pays, c'était le Sénégal et le Ghana qui marchaient bien dans ce système-là. Et le Botswana également. Et le Botswana également. Je voulais savoir, est-ce que c'était dû justement à une ethnie qui était suprême, dirons-nous, dans le pays en chiffres des ethnies suprêmes, et aussi des fois, c'est des pays où il n'y a pas d'ethnie dominante, parce que dans le cas, je crois que c'est du Sénégal, on a quelques Peuls, on a des descendants des Peuls, qui en fait sont toujours dans une logique ethnique, mais c'est une discrimination ethnique. Tellement elle est grande tellement elle est grande qu'il peut pas. Enfin, au Cameroun, il y a des Béti et le Bamileke. En termes de chiffres, c'est les deux poids lourds démographiques, c'est pour ça qu'ils s'opposent. C'est pour ça que je dis que ça marche. Voilà. Et il y a eu, voilà, c'est pas parce que c'est pas une question d'éducation politique. Voilà, c'est pas une question d'éducation politique. Mais de toute façon, la démocratie. Et juste, je réponds juste à Baptiste. J'en ai pour 2 minutes. Je répondrai à Baptiste, c'est-à-dire que en fait, État, démocratie, en fait, des fois, on se comprend pas. Je dirais que la démocratie, c'est quelque chose pour moi qui en somme, dans la pratique du vote, quelque chose d'individuel. Là-bas, ça ne fonctionne pas parce qu'on voit très bien que les chiffres des présidentielles montrent très bien les chiffres du nombre, les chiffres électoraux montrent le pourcentage démographique. Correspondent aux différents. Voilà. Un homme, une voix, et là, tant de pourcents de Mileke, tant de pourcents de vote pour le. Il n'y a pas besoin d'institut de sondage, on sait dire. Voilà, c'est vrai, et Lugan le faisait très bien des fois dans une vidéo. Un mois avant, il annonçait les résultats, il se trompait d'1 ou 2% parce que des fois, il y avait des petites coalitions qui pouvaient se faire pour avoir du poids. Donc voilà, pour moi, là déjà, des pratiques comme ça, il y a un problème dans la démocratie parce que c'est individuel et là, on est dans du groupal. Et après, je dirais que dans la constitution de l'État par ces pratiques-là, il y a évidemment une incompatibilité de l'État central, et je suis d'accord avec toi Baptiste là-dessus, on est totalement d'accord, qui fait que même quand on a institué des décentralisations, etc., tous les pions du pouvoir sont un peu partout. En fait, on est juste c'est pour ça que en fait oui, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ce qui me semblait dire, c'est-à-dire que finalement c'est pas compatible avec l'État à ce moment-là tout simplement. Mais oui, mais d'abord, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas la démocratie qui fait l'État. C'est ça que je voulais dire. C'est pas la démocratie qui fait l'État. Il pourrait y avoir de la démocratie. Il pourrait y avoir un État. Il pourrait y avoir de la démocratie sans État, comme il peut y avoir un État sans démocratie. C'est ça un petit peu. Oui, mais en somme, l'État est constitué de gens qui sont élus démocratiquement. C'est-à-dire que si on a des bêtis qui sont dans une logique tribale, de tribalisme, justement, de mettre un peu tous ces pions partout, c'est-à-dire que l'État est détourné parce qu'au final, au départ, la démocratie fait que l'ethnie majoritaire l'emporte et met ses pions du pouvoir partout. C'est ça que je veux te dire. L'État, en somme, il pourrait très bien fonctionner, mais c'est parce qu'on a une constitution, la constitution de l'État, le personnel étatique, est issu de l'idée dominante. Non mais déjà à la base, c'est là aussi, juste pour finir, c'est important, juste où il y avait des accords, c'est que justement, finalement, c'est pas ce que tu penses être la démocratie. Pour moi, c'est pas de la démocratie à partir du moment où finalement c'est déterminé, et c'est-à-dire que ethniquement, ils sont en eux-mêmes, ils choisissent pas librement, puisque finalement quand ils naissent, ils votent pour l'ethnie, ils choisissent même pas librement. Donc à ce moment-là, pour moi, juste le fait qu'ils ne choisissent pas librement, que finalement ça soit déterminé, que leur papa leur dise, écoute maintenant, tu vois, et pour moi, c'est là où était la nuance. Je pense que c'était là où c'était important. On se comprenait pas, c'est que moi, il n'y a pas de démocratie à partir du moment où c'est finalement, c'est déterminé. C'était là, je pense, d'accord. C'est que finalement, on se comprenait, mais c'est que là, pour moi, il n'y a pas de démocratie, même carrément, à ce moment-là. Les sociétés holistes, là, on est dans les sociétés holistes selon la logique éthique, voilà, et on se rejoint finalement, on est d'accord. Oui, non, mais c'était ça. Je vais demander à Maxime qui nous a rejoint et qui a suffisamment écouté maintenant depuis quelques minutes vos différentes réactions, ce qu'il en pense, s'il a des questions éventuellement ou des compléments sur le sujet. Une lecture peut-être un peu différente. Voilà, effectivement, Maxime. Parce que s'il s'agit de la démocratie, c'est vrai que je pense que c'est important de définir déjà ce que c'est. Moi, il me semble que la démocratie, ça nous vient de la Grèce antique. Tout à fait, le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Déjà, voilà, démos kratos, c'est du grec, le pouvoir du peuple. Et là, je me réfère à des travaux d'un monsieur qui s'appelle Étienne Chouard, qu'on voit pas mal sur Internet, qui a fait pas mal de conférences, qui est prof de droit au départ et qui s'est indigné au moment de la Constitution européenne où le peuple français avait voté non, puis c'est passé quand même. Donc à partir de là, il avait commencé à mettre son nez un peu dans les affaires européennes, les affaires de droit, etc. Puis il s'est rendu compte que
on n'était pas en démocratie, et puis il a essayé un petit peu de l'expliquer. Donc il s'est intéressé à ce que c'était réellement la démocratie, donc la démocratie athénienne, et il a comparé, disons, le système athénien avec le système dans lequel on vit aujourd'hui, qu'on prétend être une démocratie, donc, et de voir un peu les écarts. Donc déjà, dans la cité athénienne, c'était quelques dizaines de milliers de personnes qui votaient, c'était pas à une échelle aussi grande que pour nos pays. Et il y avait un système, le système d'élection, c'était un système de tirage au sort. C'est-à-dire que le chef d'Athènes était tiré au sort, je crois, chaque jour. Et le tirage au sort permettait justement d'éviter qu'on ait affaire à des professionnels de la politique. Voilà, c'est-à-dire que c'était... et puis ça ne pouvait pas, disons, susciter chez les uns les autres des ambitions, des manipulations, des complots, ce genre de choses. Puisque de toute façon, le système, c'était du tirage au sort. C'était justement pour... c'est-à-dire que la démocratie s'oppose à l'aristocratie. Voilà, c'est l'aristocratie, c'est on donne le pouvoir à Aristos les meilleurs. Voilà. La démocratie, c'est non, on donne pas le pouvoir aux meilleurs, on donne le pouvoir au peuple. Bon, en fait, la démocratie, moi, ce que je crois, c'est que elle a été amenée à peu près au même moment que la Révolution française, pour le cas de la France. Et je crois que c'est un peu une escroquerie parce que ça a été le cache-sexe de l'avancée libérale de l'époque, qui était très très bien incarné par l'esprit des Lumières. Ça, c'est là, je fais référence à des travaux plutôt d'une historienne qui s'appelle Marion Sigaud, qui explique très bien en fait que en fait, l'idéologie des Lumières, contrairement un peu à ce qu'on apprend à l'école, ça n'est pas, disons, de lutter contre l'obscurantisme religieux, apporter plus de liberté à l'individu, etc. Non, c'était plutôt une idée de disons, une volonté antitraditionnelle de tuer à la fois le trône, la monarchie, tuer l'autel, l'Église, et donc de chasser Dieu du cœur des hommes pour ramener à la place la République, et donc la démocratie qui est l'un de ses corollaires, quoi. Et les philosophes des Lumières, dans le même temps, étaient des grands libéraux, c'est-à-dire que leurs dignes héritiers aujourd'hui, ce seraient plus les Van Rompuy et compagnie. C'était des gens qui voulaient libéraliser le marché du grain, le marché des semences, etc. On avait déjà affaire à des théories qu'on a après, dont on dit aujourd'hui qu'elles viennent des anglo-saxons, comme Adam Smith et compagnie. On avait déjà ça à cette époque. Et finalement, le système dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le pouvoir, nous, citoyens? Est-ce que c'est vraiment le peuple qui détient le pouvoir? Moi, effectivement, j'ai les plus gros doutes là-dessus. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une forme d'oligarchie plutocratique, c'est-à-dire que le pouvoir est dans les mains de quelques personnes, ou de quelques groupes, de quelques réseaux, et de ceux qui détiennent le plus de richesses. Ça me semble être assez évident quand on voit que derrière les partis politiques, on a en fait des grosses sommes d'argent, on a des gros lobbies, on a des gros réseaux d'affaires, d'argent. On voit que les médias aussi font partie du pouvoir et les médias sont également détenus par ces puissances d'argent. La démocratie qui consiste à dire que c'est le peuple qui décide lui-même. Alors, une petite réaction aussi parce que tu disais tout à l'heure, Baptiste, qu'il y avait plusieurs formes de démocratie qui étaient soit représentatives, soit participatives. Normalement, si on suit, là c'est un débat, hein, parce que bon, voilà, qu'est-ce que c'est que la démocratie au final, on ne sait plus trop. Mais si on suit en fait ce que dit Étienne Chouard, normalement, démocratie participative, on est dans le pléonasme, quoi. Et démocratie représentative, on est dans l'oxymore, puisque par définition, il y a pas dès lors que l'on choisit de représentants, on a des maîtres, voilà. On n'est plus nous-mêmes décisionnaires. Donc il y a déjà cette dimension-là. Et puis nous aujourd'hui on vote donc un système de démocratie. Nous on est dans un système de démocratie représentative clairement, à part dans le cas de référendum, mais voilà, d'où l'exemple du référendum européen. On voit que c'est encore une fois une forme d'escroquerie. Que même quand on essaye on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. Je pense que c'est du théâtre tout ça. Moi je crois c'est donner l'illusion aux gens qui détiennent une espèce de liberté politique, pour les tranquilliser, les abrutir un petit peu avec les médias qui sont détenus en fait par les mêmes. Et bon voilà, tout le monde est content, mais on voit bien qu'il y a, comme dirait un humoriste que j'aime bien, un arrière-goût de pisse, quoi. Voilà, en gros. Et donc en plus, quand vous regardez même le système des élections, je prends l'exemple des élections présidentielles parce que c'est quand même les plus importantes. Celles qui sont dites plus importantes. On dit par exemple que nous on vote au premier tour. Non, on vote déjà quand nous on nous donne la parole par le bulletin de vote. Je rappelle aussi que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Donc on n'a pas le droit au vote contestataire réellement. On a déjà les maires,
parce que pour être candidat, il faut déjà recueillir ce qu'on appelle les parrainages. Les parrainages des maires, oui. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un premier tour qui passe là. En plus, les parrainages, les maires en général sont souvent issus des 2 gros partis au pouvoir, donc de cette fameuse oligarchie. Donc le pouvoir est déjà, enfin quelque part, le choix est déjà circonscrit de cette manière-là. Et puis, vous n'irez jamais voter pour quelqu'un que vous n'avez pas vu. Donc, il faut que la personne pour qui vous votez soit visible, et elle est visible comment? Par les médias. Donc, on revient en fait à chaque fois sur ces mêmes réseaux de pouvoir, qui sont tout puissants, et au final, vous voyez qu'est-ce que c'est que l'histoire politique de ces 50 dernières années. On voit que c'est 2 partis qui se répartissent le pouvoir. Donc, les faits, à un moment donné, montrent que le peuple, finalement, ne détient pas un grand pouvoir. Et donc, pour rebondir un peu sur l'Afrique, qu'est-ce que c'est, à mon avis? C'est encore une fois un espèce de masque humanitaire, soi-disant on est dans le camp du bien, sous prétexte d'installer un régime qui n'est même pas respecté chez nous. En réalité, on assiste à une forme de colonialisme ou de domination politique. Oui, on serait un peu, selon toi, dans le même système, sauf que ce ne sont pas sauf les que là, ethnies, mais les ça grands fonctionne, partis, c'est des ramifications internationales du même système. Et on voit bien effectivement que le système démocratique, qui est, pour le coup, est réellement un concept européen, enfin occidental. C'est un système de gouvernance qui est un système de gouvernance occidental, qui n'est pas qu'on n'a pas vu naître dans des cultures qui étaient plus orientales ou africaines, voilà. Donc et d'ailleurs, moi je pose la question, est-ce que c'est le meilleur système? Parce que souvent dans le débat, on a un peu l'impression que c'est le summum, si vous voulez. Quand on arrive à la démocratie, ça y est, quoi, on a gagné. On a le Graal. Voilà, et je suis pas sûr, même ça c'est un débat. C'est-à-dire que même la démocratie authentique, la démocratie athénienne, est-ce que c'est le meilleur système le plus évolué? Voilà, parce que est-ce qu'on peut demander à des gens, au personnel lambda pas qualifié, de prendre des décisions sur des sujets assez complexes? Ça c'est encore une autre. C'était la question effectivement. Une autre piste de réflexion. Bon, tu veux que Non, mais c'était pour dire que c'était la question effectivement qu'on se posait ce soir, et tu la remets toi en ce qui te concerne en cause. Je voulais qu'on écoute, avant de passer à notre autre sujet de ce soir, Baptiste qui avait une réaction et qui demandait la parole. Ouais, donc juste pour revenir sur le... Déjà, c'est vrai qu'on parlait de l'Afrique et c'était spécifique à l'Afrique, donc c'est vrai qu'on parlait de la démocratie, de l'État et tout ça, spécifiquement par rapport à l'Afrique. Et donc là, Maxime est revenu sur le côté plus Europe et tout ça, et définition. Et d'ailleurs, elle a bien fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Juste, par contre, c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il y avait déjà 2 grands bonds un petit peu trop rapides, selon moi, notamment le bond de l'Antiquité à aujourd'hui, et le bond de chez nous à l'Afrique. Je m'explique juste, c'est-à-dire que déjà, quand il parlait de la démocratie athénienne, donc qui paraissait finalement être meilleure que maintenant, et finalement on est peut-être dans une forme de régression d'une pure démocratie qui était celle athénienne. Je crois que, enfin moi je suis pas d'accord avec ça. Il faut quand même pas oublier que la démocratie qui était athénienne, donc à un moment donné même il m'a fait référence Marc, je pense qu'on l'accepterait plus et elle est plus acceptable. Faut comprendre mais Maxime ne disait pas forcément que c'était la meilleure solution d'avoir un système dans lequel ceux qui n'y connaissent rien finalement gouvernent la ville. Non, mais oui, non, mais il disait justement que finalement ces gens étaient tirés au sort et qu'il y avait finalement moins d'intermédiaires. Enfin voilà, que le peuple était plus décisionnaire. Était plus décisionnaire de ce côté-là. Voilà. Et c'était là-dedans où finalement on voit une forme de régression par rapport à aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que j'ai pas détérioré. Non. Et juste sauf si tu me parles des femmes esclaves et des métèques. C'est ça que j'allais y venir. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens pour que c'était tiré au sort. Mais il y a des gens à un moment donné qui travaillaient derrière et qui ne pouvaient eux-mêmes pas avoir de voix politique et qui étaient complètement en dehors de la société. C'était ce qu'on appelle donc tous ces esclaves, toute la plèbe qui ne pouvaient absolument pas travailler et je veux dire faire de politique et c'était sur ces gens-là que s'appuyait la démocratie athénienne, et donc ce qui est formellement interdit désormais. Et donc c'est pour ça que je pense que on en arrive à c'était plus régressif que nous maintenant, et je fais juste un rapprochement après, c'est-à-dire que voilà, la démocratie athénienne a évolué et finalement je pense que c'est mieux maintenant parce que même, et d'ailleurs sur certaines choses je suis d'accord, je veux dire notre démocratie n'est pas pure et on peut remettre en cause notre forme de représentation et tout ça, mais je pense qu'au niveau de la communauté, de plus en plus on a impliqué de plus en plus de monde dans la communauté, et ça revient aussi à la forme étatique, c'est-à-dire que a été mis en place une forme étatique, c'est-à-dire une population, un territoire, un gouvernement, donc un certain nombre de gens, et je pense que maintenant, plus de gens
on a une parole politique que n'en avaient tous les gens qui étaient au sein de la cité athénienne. Donc c'est pour ça que je pense déjà qu'il n'y a pas forcément de régression de ce côté-là. On en voit même par exemple, ça va des esclaves, je veux dire à des racismes ethniques, à d'autres racismes, et même à des racismes sexistes. C'est-à-dire qu'avant les femmes ne pouvaient pas voter, maintenant on peut voter. Je veux dire, il y a eu toute une forme, si on parle de démocratie dans sa forme étymologique, donc de la voix du peuple, et c'est-à-dire du démos. Je pense que de plus en plus de monde au sein du peuple a une voix politique désormais. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas une forme de régression de ce côté-là. Maxime, pour te répondre, oui, c'est alors, de faire. J'accepte complètement la critique là sur effectivement qui est le point noir de cette démocratie athénienne que j'ai pas effectivement pour des raisons un peu, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'ignorais pas qu'effectivement, c'est-à-dire que à l'époque, c'est vrai que seuls les citoyens athéniens pouvaient voter, sauf que tout le monde n'était pas citoyen, c'était même une minorité. Bon, donc je parlais du principe tel qu'il fonctionnait là-bas pour ceux qui avaient la possibilité de voter, qui effectivement excluaient à l'époque les femmes et les esclaves qui en fait, enfin surtout les esclaves représentaient la plus grosse partie de la population athénienne. Donc c'est sûr que là-dessus, on serait pas, ces gens-là n'étaient pas considérés comme le peuple. Puisque, voilà, donc ça effectivement, ça serait un point noir de cette démocratie. Maintenant, pour la démocratie actuelle, alors c'est sûr que du coup, le peuple là est englobé totalement. Sauf que tu sembles voir ça comme un progrès, sauf que moi ce que j'expliquais, c'est que, pour moi, là, aujourd'hui, la démocratie, c'est, comme je disais, le masque de l'ultralibéralisme. Donc, forcément qu'on va avoir de plus en plus de monde passer sous le giron démocratique, parce qu'en réalité, on voit de plus en plus de monde passer sous le giron libéral. Donc, en fait, quand on parle aujourd'hui de démocratie, il faut entendre monde libéral, il faut entendre Union européenne. Alors, on va entendre tous ces termes aujourd'hui qui sont employés de république, par exemple, comment on appelle ça déjà, de démocratie, etc. C'est en fait un vocabulaire, une novlangue qui est utilisée pour cacher la réalité qui est la volonté de la marchandisation de toute chose, du marché tout puissant, etc. Donc on va voir beaucoup plus de monde passer effectivement en démocratie, mais ce que je voulais dire, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la démocratie athénienne, qui elle pour le coup avait cet avantage de préserver la population des intérêts des puissances d'argent de l'époque. D'ailleurs, tous les grands penseurs de l'Antiquité n'étaient pas vraiment favorables à ça, parce qu'en fait ceux qui ont laissé des écrits en général étaient des gens qui appartenaient à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la classe bourgeoise. Et donc ça avait quand même ce mérite de protéger la population de la prédation financière, bon, même si, économique, disons. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. La démocratie est instrumentalisée au profit de ces puissances financières contre le peuple. Donc le fait qu'on voit la démocratie aujourd'hui se répandre partout, je pense que non seulement c'est pas quelque chose de positif, parce que c'est pas vraiment de la démocratie, mais au contraire, c'est la preuve que on a une idéologie marchande qui est en train de se répandre à l'échelle du globe et qui aujourd'hui est en train d'investir, enfin qui continue d'investir l'Afrique. Ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on a bien compris vos positions et effectivement le débat est très intéressant. Et Maxime vient de conclure en quelque sorte. Sur ce que j'allais dire justement moi-même en conclusion, je l'avais préparé avant que tu arrives Maxime, de dire qu'effectivement avec ce monde mondialisé, avec l'importance de l'ONU dans les relations internationales, l'Organisation des Nations Unies, j'allais dire qu'effectivement les États sont considérés un petit peu comme une organisation économique centrale qui permet effectivement de rentrer les différentes populations dans des cases et c'est plus simple effectivement pour comparer. Tu parlais toi-même des échanges économiques, des grandes entreprises. Effectivement, moi j'allais dire pour comparer, pour pouvoir dire qu'un État s'en sort bien, qu'il fait partie des pays les moins avancés ou alors qu'au contraire il fait partie des pays industrialisés et toutes ces catégories dont on a besoin aujourd'hui dans ce commerce international, effectivement, plutôt que des ethnies ou des tribus qui sont libres de s'organiser comme elles souhaitent, pour lesquelles on n'a pas des échelles communes, etc. Donc effectivement, pour conclure, je pense messieurs que ça respecte un petit peu ce qu'on a dit ce soir. Quelque part, je vous sens anéanti. Non, mais si j'interviens, ça va partir sur 20 minutes, donc ça sert à rien de. Ça vaut mieux pas. Là, tu tends le bâton pour te faire battre. Là. Ouais. Non, bah voilà. Eh bien, effectivement, merci en tout cas d'avoir participé à cette première partie sur l'Afrique et la démocratie. Merci à Marc pour cette chronique de début et merci à vous, messieurs, d'avoir ensuite réagi comme il se doit à cette chronique. Je voulais qu'on termine cette émission pour la demi-heure qui nous reste, un petit peu moins maintenant, par cette journée portes ouvertes de l'université Marne-la-Vallée. Vous savez que
que c'est l'université qui nous accueille. Et effectivement, demain, le 8 mars, journée portes ouvertes de 9h30 à 18h sur le campus de la Cité Descartes. Tous les établissements du giron Université Paris-Est seront ouverts. Qu'il s'agisse d'ailleurs des écoles, des différentes composantes qui seront présentes. Et effectivement, alors... je voulais vous demander, messieurs, peut-être pour commencer, votre ressenti. Je crois, Vincent et Baptiste, que vous êtes à l'université de Marne-la-Vallée. Vous êtes Baptiste et Vincent à l'université depuis cette année seulement, je crois, l'université Marne-la-Vallée, il me semble. Seulement, je ne me trompe pas. Alors, est-ce que le campus de la Cité Descartes est un endroit attirant? C'était une question piège. Non, c'est pas une question piège, ouais. C'est un campus assez agréable à vivre. Et puis l'organisation des journées portes ouvertes, c'est toujours quelque chose de bien. Notamment pour les générations futures. J'avais vu dans la semaine, c'était des lycéens, je crois, qui se baladaient. J'avais vu ça avec, effectivement, l'université. Avec Baptiste qui venait visiter. Je trouve que c'est un bon principe. Alors effectivement, mais alors en revanche, c'est un campus plutôt messieurs, si je vous embête, vous me le dites. Non, c'est un campus, c'est ce qu'il disait. La vie universitaire ici à l'université est quand même plutôt restreinte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas vraiment de lieu de sortie. D'ailleurs, ça a même été fait en sorte par la ville de Marne, faire en sorte qu'il n'y ait pas de lieu pour éviter le squat finalement. Ouais, non. Enfin, c'est au niveau de l'organisation, je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que c'est un lieu d'études, donc il est organisé tel quel. Et donc bon, après transport à côté, etc. Mais moi, je suis plutôt bonne organisation de mon point de vue. Ouais. Alors Marc, qui est là depuis 3 ans et demi maintenant. Il n'y a pas de campus déjà, donc ça c'est nul. Parce que regarde, et en plus on peut prendre des bons exemples. Dans notre cas, on a des Erasmus et elles nous disent que ouais, mais on en a eu plusieurs au début de l'année. Eh bien, on a voilà, et ils nous disent tous que il n'y a pas de vie, qu'on fait rien dans le campus, que pour bouffer. Oui, ça n'a rien à voir avec un campus à l'américaine. Voilà, déjà. Oui, même à la française, franchement, il y a beaucoup mieux et franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup pire. Au niveau vie, oui, voilà, dire, au niveau vie entre l'université, je dis pas au niveau infrastructure, au niveau enseignement, mais je dis au niveau vie du campus exactement. Non, il n'y a pas beaucoup de vie. Alors, si je vous ai posé ces questions, c'est parce qu'effectivement, l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, dans le cadre de l'université Paris-Est, va certainement dans les prochaines années fusionner. Peut-être avez-vous d'ailleurs reçu ce mail de la présidence de l'université de Marne-la-Vallée qui annonce cette fusion. Il y a eu la nomination cette semaine d'une vice-présidente, je crois, ou d'un vice-président, donc en charge de la fusion de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et avec l'université Paris-Est Créteil. Rappelons que Créteil se trouve sur un autre département que le département Seine-et-Marne qui accueille l'université de Marne-la-Vallée. Alors voilà, une fusion entre deux universités qui sont quand même distantes de plusieurs kilomètres, qui ne sont pas sur les mêmes sites. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de probable, enfin quelque chose de possible? Est-ce qu'on ne va pas là vers une fusion pour faire un mastodonte finalement de l'enseignement et de la recherche qui n'aurait pas tellement de sens? Marc, peut-être une réponse, je te vois approcher du micro. Non, mais je sais pas, t'es plus dans l'urbanisme que moi. Je veux savoir, avec le Grand Paris, on va pas avoir une communication entre les deux, enfin, ou un plus gros pôle. Un lien plutôt avec le Grand Paris. Bien sûr, les systèmes de transport sont en train d'évoluer vers ce genre de choses. On sait qu'actuellement il y a un bus qui passe par Champs, enfin un autocar qui relie relativement bien Créteil, c'est pas le problème, mais les étudiants, et moi je me souviens très bien, les étudiants ont du mal à se projeter quand même à changer, avoir cours le lundi dans l'une des universités, peut-être le mercredi dans une autre. Bon, on ne dit pas que ça va tendre vers ça, mais effectivement le rapprochement des deux universités va forcément conduire ce genre de choses. C'est pas parce que justement il y a des cours un petit peu en différé qui veulent tout regrouper. Mais alors ils vont regrouper, mais ils vont regrouper les spécialités. Alors a priori, on se dirigerait vers un regroupement des masters plus que des licences, c'est-à-dire que les licences resteraient en doublon sur les deux universités et les masters seraient rapprochés. Et donc finalement, on trouverait un master de géopolitique à Marne-la-Vallée, de l'urbanisme à Marne-la-Vallée, des mathématiques à Créteil. Voilà à peu près le sens de cela. Maxime, je t'ai vu réagir quand j'ai parlé effectivement du rapprochement de deux universités et du fait qu'effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas un gros mastodonte avec ça? Non, j'ai quand même. Ouais, j'imagine que tu as une réponse. Ouais, bien sûr. Mais c'est cette volonté toujours d'accroître la mobilité. Hein, ça, on a bien vu à la fac. Cette idée, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, dans quel intérêt, on ne sait pas trop, mais il faut.
Là, voilà, les étudiants, ils vont aller à l'université ici, puis à 50 km, et puis ça sera aussi les travailleurs, pourquoi pas, ils travailleront près de chez eux, puis ils prendront l'avion le lendemain pour aller travailler, je sais pas, moi, en Ukraine, ou pas au hasard, comme ça. Voilà, et... Il va y avoir besoin de reconstruire en Ukraine. Voilà, ouais, voilà, il va y avoir des emplois, donc c'est chouette ce qui se passe. Et c'est-à-dire que c'est un peu quoi, comme la démocratie, t'as pas mal ça. C'est-à-dire que on considère presque que la démocratie est un objectif à atteindre, mais finalement on ne sait pas trop pourquoi, parce que sur quelle base on pourrait prétendre que c'est le meilleur des systèmes. On fait aussi en sorte que la mobilité soit accrue au maximum, mais dans quel intérêt? C'est-à-dire, je vois pas trop. Et moi, voilà, parce que je suis complotiste et parce que de toute façon je suis paranoïaque, je vais dire, bah ça sert encore les mêmes. Il y a encore cette idée derrière de libéralisation de la circulation des hommes, des marchandises, des biens, etc. Et puis bah là, des étudiants. Bon, moi je trouve qu'en fait tout ça est assez global, et donc je prédis que puisqu'il y aura plus de mobilité voilà, au sein des facs, il y aura plus de démocratie. Parce que ça va de pair en fait tout ça. Voilà. Donc ça rejoint un peu ce que je disais sur le sujet précédent. Et effectivement, Marc parlait de la question des transports. Effectivement, c'est une question importante quand on voit que des étudiants qui ont déjà du mal à venir sur les différents campus, que ce soit celui de Créteil ou celui de Marne-la-Vallée, qui sont finalement en périphérie parisienne et donc forcément desservis. Mais enfin, je veux dire, la gare de l'université de Marne-la-Vallée est juste à côté de l'université, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est pour joindre la ligne A qui arrive à cette gare. Pour certains, c'est très compliqué. Certains qui habitent parfois à 20 km de l'université mettent 1h30 pour venir parce que l'ensemble des enchaînements de bus et de RER font qu'on met beaucoup de temps. Et du coup, le fait le choix de la fac importe beaucoup pour certains. Et forcément, cette question des transports est centrale dans la fusion, je pense, des universités. Si d'arriver à tout améliorer, ça sera bien. Mais bon, j'attends de voir, quoi, parce que puis je vois pas l'intérêt en plus je vois pas l'intérêt non plus de fusionner des universités, en fait, parce qu'on a déjà un gros pôle ici à Marne-la-Vallée qui est le pôle sur l'urbanisme, justement. Oui, rappelons que l'université de Marne-la-Vallée, c'est plus de 10 000 étudiants. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais je vois pas l'intérêt de faire UP. En fait, comme c'est pas une grosse université, je pense que le but un peu de renforcer. Et d'ailleurs, toi qui travailles là-dessus, est-ce que ça renforce dans est-ce que ça se comprendra dans le même cluster? Dans le même cluster, Nico. D'ailleurs, tu veux pas que je présente parce que non, ça ne sera pas dans le même cluster. Ça sera pas dans le même cluster. Ah oui, le cluster, c'est un pôle de compétitivité local. Voilà, merci Sur Nicolas. Département, on n'est pas dans du local. Ah oui, c'est différent. Non, mais si ça améliore les transports, pourquoi pas? Même si Maxime dira que c'est pas bien. Mais c'est mal, moi. Ouais, en fait, Merci pour cette première réaction. Non mais c'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Donc, deuxième sujet sur l'université, et on se rapproche petit à petit des sujets de prédilection de Maxime, peut-être davantage, sur les stages. Alors, l'organisation des stages, et éventuellement, d'ailleurs, on voit en filigrane l'exploitation qu'il y a derrière le stage. Je rappelle qu'un stage est aujourd'hui payé à hauteur de 400 €, un petit peu plus, par... C'est obligatoire maintenant. Par mois, hein. C'est obligatoire maintenant. Alors, dans certains cursus, dans certains cursus, le stage est obligatoire, effectivement. Mais c'est obligatoire d'être payé aussi maintenant, d'ailleurs. Oui, mais d'être payé, bien sûr. Au-delà d'un certain nombre de semaines. C'est 8 semaines, je crois, non? Oui. 8 semaines. Oui, ouais, c'est 2 mois, c'est 8 semaines. Là, il me confirme, c'est 8 semaines. Je ne travaille pas au Pôle emploi. Effectivement, donc les stages qui deviennent de plus en plus obligatoires, leur paiement devient obligatoire, mais les stages en eux-mêmes deviennent parfois obligatoires. Comment concilier aujourd'hui, alors c'est une question que je me suis posée puisque j'ai un emploi moi-même, mais comment concilier aujourd'hui le fait d'avoir un emploi, le fait de suivre des études, d'avoir parfois son mémoire à faire en dernière année, et en même temps de devoir faire un stage pour lequel on est finalement exploité à hauteur de 400 € par mois? Ça dépend ce qu'on veut. Hein. Après, des fois, il y a des étudiants qui n'ont pas le choix que de travailler pour se payer leur études. Je sais pas si c'est une majorité d'étudiants, mais en tout cas, ils sont obligés de travailler pour se payer leurs études. Après, voilà, le stage pour la professionnalisation, c'est très bien. C'est vrai, même pour le coup, c'est obligatoire, c'est très bien parce qu'il faut. Après, il faut trouver des entreprises qui acceptent ou non nous prendre là-dedans. Je sais que des fois dans certains masters, il y a des coopérations entre les entreprises d'ici et des passerelles par exemple, si tu veux. Elle se lie totalement, ce qui est bien d'ailleurs parce que bon, le monde de l'entreprise est plus important que le monde de la fac, surtout qu'on apprend que de la théorie. Et après, en ce qui concerne justement recherche après on peut aborder justement le thème de la recherche. Si on fait de la recherche, je vois pas l'intérêt du stage. Enfin, mais bon, c'est vrai que de toute façon, on nous demande. Enfin,
Et des fois, des trucs, on nous demande des trucs à la fac, je sais pas pourquoi. Surtout que ça serait beaucoup plus créatif, enfin, ou plutôt instructif de faire des stages. Quand tu veux faire du professionnel, hein, je parle évidemment. Oui, pour le stage. Voilà, pour le stage. Oui, Oui. d'accord. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et je pense que on devrait avoir pour les professionnels, enfin, pour les masters professionnels, ou les licences professionnelles d'ailleurs, c'est obligatoire, des stages au moins, vraiment la moitié, un semestre, donc 4 semestres sur 2 ans. Effectivement, il marque. 4 semestres sur 2 ans. Non, mais je regardais Baptiste qui me faisait des signes et qui est devenu rédacteur en chef de l'émission d'un coup. Quelle violence gratuite, c'est pas bien, ça, Nico, c'est pas bien. Effectivement, Marc, tu as ici à l'instant parlé de la recherche et de la professionnalisation qui sont les deux axes finalement, mais forcément. Non mais regarde, l'université. Voilà. Tu te dis quand même que ceux qui sont formés à l'université, en théorie, ils sont amenés à occuper des postes importants dans l'appareil d'État français, ou disons des postes quand même de décision. Bon. Et bah vu ceux qui arrivent au sommet, et ceux depuis des années, moi, à la place des universitaires, je serais pas très fier, déjà. Première chose. Donc moi, puisque voilà, je suis réactionnaire passéiste d'extrême droite et mangeur de grand-mère, et ben je dis que il faudrait que on abroge la loi Le Chapelier qui a été votée en 1792, qui a mis fin aux corporations, que tout le monde réintègre les corporations, qu'on ait un maître, qu'on soit apprenti, puis qu'on apprenne des métiers qui servent à quelque chose, et puis qu'on recrée une forme de village gaulois. J'aime bien Monsieur Maxime Voilà. ne perd pas le nord. Voilà mon Dès projet. qu'il y a un blanc dans Si vous voulez l'émission, voter pour moi. il en Non mais profite. j'essaie de vous sauver parce que là il n'y a plus personne qui est efficace là. Donc Pour avoir le rédacteur en chef de la dernière demi-heure, là, parce que Effectivement. Non mais justement, j'allais te demander Maxime, Ouais. à travers toutes ces questions, ce que tu penses, tu nous en as déjà parlé dans l'émission, donc je sais que je te tends une perche là, de toute façon, mais exceptionnelle. on en parle souvent. Mais voilà. Non, mais du niveau du système français à l'heure actuelle. Alors, j'imagine bien que tu n'as pas fait toi-même les comparaisons avec les autres pays, mais voilà. L'université, on t'a souvent entendu la décrier dans cette émission en disant qu'effectivement, d'ailleurs, en fonction des facs, les propos sont orientés, que parfois on ne nous apprend pas les bonnes choses. Comment faire évoluer aujourd'hui le système universitaire français, ce système dans lequel effectivement on est censé quand même avoir, élever la culture, élever le niveau des étudiants quand même. Alors là, comment si tu veux, là c'est comme si tu me demandais de nettoyer une tâche tellement incrustée depuis des années, si tu veux, que là c'est compliqué. De toute façon, l'université, dans la plupart des cas, je veux dire, c'est rare les universités privées qui sont indépendantes. C'est-à-dire qu'il faudrait encourager ce genre de démarche. Et puis, dès lors qu'on est dans le giron de l'État, on retrouve des intellectuels et des penseurs qui ont été médaillés d'or du CNRS comme Bourdieu, quoi. Oui, non, donc ce sont pas des gens qui de toute façon vont divulguer, propager des pensées qui sont un peu subversives, tu vois. Un médaillé d'or du CNRS et subversif, ça va pas ensemble. Mais ce que tu appelles de toute façon une université autonome ou indépendante serait forcément une université financée et donc avec des moyens économiques derrière. Voilà, bah oui, non, mais là ça pose toute la question très complexe. C'est-à-dire que c'est très verrouillé. Il y a très peu de marge de changement, possible. Et puis ça va même jusque dans les mentalités, parce que l'université, mais même dans les classes en dessous, dans le primaire, plus dans le secondaire, quand tu vois la motivation des jeunes à vouloir apprendre à l'école, mais qui est logique aussi, si tu veux, c'est cohérent. Ça prouve de manière générale une faillite globale, quoi, du système éducatif français. Quand tu vois les résultats, bon, j'ai pas fait la comparaison avec l'étranger, mais je crois savoir quand même que dans le classement à l'échelle des pays européens ou même du monde, la France dégringole un peu plus chaque année. Bon, moi je sais pas, je veux dire, l'université pour moi et toi est mais en même temps à l'image un peu de nos civilisations en déclin, quoi. C'est-à-dire que c'est l'un des piliers aussi de nos civilisations, l'éducation de la jeunesse. Non mais si on essaie, ouais, je peux pas m'empêcher d'élargir un peu le truc. Un petit peu. Parce que, je veux dire, traiter la question de savoir combien de stations de RER il faut sur les RER A, tout ça, bon, je t'avoue que je m'en fous un peu. C'est pas c'est une conséquence de problèmes, bon. Donc, oui, effectivement, je décris un peu l'université pour toutes ces raisons. Parce que on manque cruellement aujourd'hui d'intellectuels critiques, de gens qui sont
haut placé dans l'appareil d'État français et qui qui aurait un petit peu de courage, qui pourrait réellement être facteur de changement. De voir le niveau scolaire qui dégringole chaque année, et puis de voir l'espèce de chaos qui règne pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment sur une pente, quoi. C'est un truc, les profs qui se font frapper et tout. Bon. Baptiste Oui, non, mais je suis sûr qu'il y a des. J'ai juste entendu une phrase notamment qui m'avait un peu. Pas écouté dès le début, Maxime, j'avoue, mais certaines phrases qui m'ont un petit peu. Attaquer l'œil, heurter, on va dire. Pardon. Juste, non, mais pas, non, mais pas heurter. C'était pas le mot, c'est vrai. J'ai pris le mot à Vincent, mais c'était pas ce mot-là, heurter. On était pas loin peut-être. Non, mais disons que. Je suis perdu. Je suis pas un spécialiste de l'enseignement, mais j'ai envie de dire. Les parents sont profs alors. Voilà, mais pas contents de les parents sont pas profs. Et disons que dire, je sais pas si finalement. Je sais pas moi, est-ce que quand on parle qu'il faut revoir l'enseignement, quand on parle notamment du lycée, tu parlais d'un certain âge, je pense que c'était collège, lycée même. Ouais. À un moment donné, je suis pas sûr que on va revoir l'enseignement. Franchement, les jeunes, quand à 15 ans, même si on revoit, on a beau le retourner, le retourner. Franchement, je suis pas sûr que ça change vraiment à 15 ans les jeunes Français. Je suis pas sûr que ça les investisse plus. Je suis pas sûr qu'aller faire les cours d'histoire dans la rue ou. C'est parce que tu penses pas à un changement suffisamment profond. Non, mais je veux dire le changement. Il y aura toujours des inconvénients. À un moment donné, ok, on va aller faire les cours dehors et à un moment donné tout le monde va être distrait. Mais la distraction et l'apprentissage, on peut apprendre sans se prendre la tête. Je veux dire. Oui, et puis on peut apprendre sans se prendre la tête. Je suis d'accord, mais on peut pas se la prendre du tout non plus. Et à un moment donné où tu vas aller faire un cours d'histoire dehors et le mec il va te regarder, il va regarder tout sauf le cours. À un moment donné, moi je suis pas écouter tout sauf le cours. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et à un moment donné, moi quand j'ai 15 ans, quand je sortais en école dans une sortie avec l'école, à l'époque j'étais pas du tout court et franchement la dernière chose que je regardais c'était le prof, c'est ce qu'il disait quoi. Enfin je veux dire. Ouais, mais moi je suis persuadé que. Et ça c'était pas. Il avait beau changer son cours, le livre et tout ce qu'il y avait avec. Hein, et moi je suis persuadé qu'à 15 ans on est avide on est dans une période de sa vie où on est en pleine croissance. Je veux dire, on est en vie. Bouger, mais pas de. Oui, mais c'est pas pour tout le monde. Est-ce que ça relève pas de l'apprentissage aussi? Est-ce que ça relève pas de l'apprentissage aussi? C'est-à-dire que parce que vous voulez vraiment l'apprendre ça? Moi, je suis pas sûr que ça. Il faut l'apprendre aux gens. Parce que l'enseignement qui est dispensé dans les écoles désintéresse complètement la jeunesse pour plein de raisons qui seraient un petit peu longues à aborder. Du coup, la soif d'apprendre se traduit, enfin, je veux dire, doit se produire dans d'autres domaines. Tu parlais de la drague, tu parlais de plein d'autres choses comme ça. Mais c'était juste. Oui, mais je valide, hein, je fais ce même constat. Et moi aussi, quand j'avais 15 ans, je préférais sortir que. J'étais content quand le prof était pas là, hein, je bondissais. Voilà, c'est un peu ça. Bien sûr. C'est ça que j'ai juste aussi, c'était ça en fait. Ouais, non, mais ça, je pense pas que ce soit intrinsèque, si tu veux, à la population de 15 ans d'être forcément révolté ou de rejeter l'institution, tu vois, française qui dispense l'enseignement, quoi. Je pense que c'est pas intrinsèque à l'individu de 15 ans. Je pense que ça relève plutôt d'un paradigme, d'un système complexe, et que je pense, moi, à un changement encore plus profond qui pourrait faire en sorte, et puis quelque part, des fois, il n'y a pas forcément le choix à laisser, parce qu'il y a quelque chose de très permissif aussi aujourd'hui, je trouve, vis-à-vis de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on inverse un petit peu les choses, où aujourd'hui c'est l'étudiant, c'est l'élève qui fait son propre programme. J'ai vu des autodictés, enfin des trucs comme ça, c'est-à-dire que c'est l'élève qui se dicte lui-même. Enfin, non mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de renversement total, c'est-à-dire que c'est plus le maître, la figure du maître, d'ailleurs un peu comme la figure paternelle. Il y a des liens comme ça à faire. C'est-à-dire que il y a des notions comme ça. Et on en revient d'ailleurs. Tiens, tu veux que je pousse le truc encore plus loin à la figure de Dieu même. C'est-à-dire que si je pousse encore plus loin, ça va juste Oedipe est pas loin là. C'est-à-dire, non, ça c'est de la cochonnerie de Freud, ça m'intéresse pas. Ça c'est moderne, ça c'est trop récent ça. Enfin, combien de civilisations ont pu se développer et prospérer sans Freud? Bon, sans Dieu par contre ça a été plus compliqué. Regarde, René Guénon, c'est un moderne aussi. Hein. Ah oui, c'était un contemporain, mais qui transmettait la science du passé, quelque part. C'est un relais. On va bientôt devoir finir parce qu'il y a quand même une émission culturelle derrière avec Cinebdo. Maxime est dans retourner sur la console et Cinebdo est parmi nous. Juste ce soir. Baptiste, Maxime a fini sur le dernier débat. J'ai fini sur Dieu. Et je vais finir sur celui-ci. Non, ça va pas vraiment être grandiose, mais juste dire que finalement, j'ai envie de dire que c'est pas alarmant. Et moi, quand je vois l'enseignement en France, voilà, on peut s'inquiéter. Et c'est bien justement de s'inquiéter.
et de trouver des gens justement comme Maxime et plein de gens qui s'en inquiètent, je trouve que ça prouve que finalement la contradiction et finalement peut-être on parlait de démocratie, la démocratie n'est pas non plus tant malade que ça chez nous. C'est le pouvoir du peuple, c'est pas le fait de s'exprimer. Hein. Moi je peux l'exprimer à une petite radio comme ça à la fac, mais ça aura quel impact ce que je suis en train de dire? Non mais c'est bon, c'était pas ça que je voulais. Mais non, mais là on parlait du peuple. Oui non c'est sûr, il y a pas un SS qui m'attend dehors et qui va me foutre en taule. Je sais. Et bah oui, ça fait partie de la démocratie ça fait partie effectivement d'une des composantes. Par contre si je disais le même genre de choses à s'il y avait une audience beaucoup plus importante que celle de la radio, à mon avis, je serais beaucoup plus inquiété. À ton avis, et tu ne le sais pas, tu n'as pas été j'ai des exemples, il faut voir les choses, il faut faire les choses. Il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui sont pas invités sur les plateaux. Oui, mais Dieudonné est invité par exemple, si tu parles de Dieudonné, il est invité. Non, je parlais d'intellectuels, je parlais pas d'humoriste. Ouais, je sais pas, tu m'as dit que c'était un intellectuel. Merci messieurs. C'est un politique. Il fait de l'humoriste. J'avais pas fini, et donc je pense très rapidement, je pense que l'enseignement n'est pas dans un état catastrophique, et je pense qu'il suffit justement d'aller voir ailleurs. Et moi, quand je vais à l'étranger, notamment quand je suis avec d'autres étudiants qui ont le même âge que moi, je trouve pas que je suis forcément en dessous et je pense pas que leur programme scolaire soit beaucoup plus élaboré que les nôtres. Merci beaucoup pour les projets. Merci beaucoup Baptiste, merci Maxime, merci Vincent, merci Marc. Pour terminer sur le sujet de l'université, donc je vous rappelle que demain la journée portes ouvertes pour que vous puissiez voir vous-même à quoi ressemble une université. C'est donc demain matin à partir de 9h et toute la journée. Je rappelle également que vendredi prochain de 16h à 18h, l'université Paris-Est Marne-la-Vallée accueille dans son bâtiment Copernic la conférence Sauvons l'Europe de 16h à 18h le vendredi 14 mars, donc avec la participation de Nicole Bricq, ministre déléguée au commerce, ministre du commerce extérieur, pardon, ainsi que Laurent Godmer, très important. Voilà, professeur de nos amis chroniqueurs en géopolitique, maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Je vous rappelle également que sur le sujet de la fusion entre les universités, les personnels ne sont pas forcément d'accord avec cette fusion entre l'université Paris-Est Créteil et l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Voilà pour le petit regard de la part des personnels et pas que des étudiants pour ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Dans quelques instants, vous retrouvez votre émission, de cinéma. Et oui, Cinebdo avec Maxime qui sera présent, avec Robin qui présente cette émission de main de maître. J'espère qu'il arrivera à mieux cadrer ses chroniqueurs que les miens aujourd'hui qui nous ont bien fait rire quand même malgré tout. Dans l'émission, dans quelques instants, on t'entend plus Baptiste. Dans un instant, bien sûr, les sorties de la semaine, le box-office, les news de la semaine dans Cinebdo avec Robin. Merci donc d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur Radio Rec et n'hésitez pas à réagir à nos émissions. Bien sûr, bonne soirée, merci.